aussi du PowerPoint? Oui. Oui, mais Parfait. c'est Oui, pas en plein écran. d'accord. Je vais essayer de mieux vous le projeter. Hop. Est-ce que vous avez une bonne visibilité là? Oui. Parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer du coup cet atelier par peut-être déjà présenter les premières du coup règles. Voilà, je pense que vous venez pour la plupart d'un précédent atelier. Donc voilà, on vous demande juste si possible de couper le son de vos téléphones portables. Voilà, on a prévu du coup sur cet atelier différents temps d'échange. Donc n'hésitez pas à partir de là à voilà, juste lever la main pour pouvoir prendre la parole. On vous fera suivre le micro pour que du coup les personnes qui sont en distanciel puissent aussi entendre vos différentes interventions. Et on va d'abord en priorité traiter les questions qui sont posées dans la salle, puis dans un second temps, du coup, les questions qui seront posées via le chat. Et on vous propose bien évidemment de du coup vous présenter avant d'avoir la prise de parole, peut-être le nom et l'entité pour laquelle vous travaillez. Ça permet de savoir un petit peu comment est composé du coup le l'audimat. Voilà. Et du coup pour le chat, vous pouvez soit poser vos questions par écrit, soit tout simplement lever la main. Voilà. Et donc on va procéder à l'enregistrement. Il y a eu un petit loupé pour les personnes présentes lors du premier atelier. On a loupé les quelques premières minutes et du coup, l'enregistrement a bien démarré sur cet atelier. Alors, pour les personnes du coup qui étaient déjà présentes lors du premier atelier, je m'en excuse, ça va être un petit peu redondant. On a commencé du coup par une présentation initiale en fait de la direction des affaires européennes, puisqu'on a du coup, fait l'objet d'une réorganisation, en interne, toute récente et ça vous permet du coup de bien situer du coup vos nouveaux interlocuteurs au titre de l'OS1, donc le service innovation, recherche et développement et numérique. Je suis moi-même du coup Laure Scarbeck, et de bien situer, où le service, se positionne. Donc, on est entouré d'une unité ingénierie financière qui est du coup dédiée aux instruments financiers. Et à côté de nous, on a également le service transition juste écologique et énergétique, géré du coup par Madame Delphine Vitali, qui se situe du coup juste sur l'atelier à côté. Voilà, on a sur cette direction des affaires européennes, le service d'appui à la gestion européenne, qui est un nouveau service du coup mis en œuvre au sein de la direction européenne, qui vient vraiment en appui du coup des services pour pouvoir nous aider sur des questions, on va dire, essentiellement de procédures réglementaires, notamment au niveau de la commande publique ou des aides d'État. Donc, c'est vraiment un service support et appui. On a également au sein du coup de la direction générale de la DAG un service du coup de sécurisation des fonds européens, ou aussi quand on a des questions un peu plus pointues d'un point de vue juridique, on peut les solliciter sous forme de saisine. Donc, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour nos services aussi, puisque ça permet de vraiment de fluidifier l'instruction et la certification des dossiers. Donc voilà ce que je voulais mettre très rapidement en exergue, mais ça vous permet vraiment de bien identifier vos différents interlocuteurs. Voilà, sachant que l'équipe au niveau du service innovation recherche est composée de on va dire deux métiers principaux, des chargés de mission qui sont en charge de l'instruction du coup de vos dossiers, mais aussi de la publication des appels et de l'accompagnement, et du coup toute une équipe d'instructrices gestionnaires qui elles sont plutôt dédiées sur vraiment la certification de vos dépenses jusqu'au solde. Voilà, donc on se tient vraiment à votre disposition et on travaille les différents métiers main dans la main tout ensemble. Voilà, donc en propos introductif, c'est ce qu'on a préparé sur la première session. J'ai repris les différents éléments de la priorité 1 pour vraiment que vous ayez une idée du contexte, on va dire, général. Je vais passer très brièvement parce que ça a été présenté ce matin. Mais comme c'est des supports qui vont être diffusés aussi sur internet, ça me semblait intéressant que vous puissiez avoir vraiment l'arborescence et on va fonctionner vraiment sous forme d'entonnoir pour arriver vraiment au sujet qui vous intéresse le plus quand sont publiés les appels. Je crois que c'est ça vraiment le nerf de la guerre et combien vous mettez sur la table, Madame Scarbeck. Le reste, on s'en fiche. Donc je vais vraiment passer rapidement sur ces sujets-là, mais n'hésitez pas, vous verrez, il y a des temps d'échange, vous pouvez me demander de revenir en arrière et on switchera sans problème. Donc l'idée là, c'est vraiment qu'au niveau de l'objectif stratégique 1, donc que je vous ai mis en bleu, stimuler le potentiel d'innovation sur le territoire régional et placer les entreprises régionales au cœur d'un environnement financier
adapté à travers la mobilisation de l'objectif stratégique 1. Vous verrez qu'on a 3 axes, 3 leviers, à la fois la stimulation du potentiel d'innovation à travers vraiment, on va dire, la RDI, donc RDI, recherche, développement et innovation. Enfin, l'accompagnement à la transformation numérique, vraiment au service des acteurs du territoire, donc à la fois public et privé. On va, y revenir et enfin, du coup, la partie plutôt, croissance et compétitivité, l'investissement pour les entreprises. Donc, je vous ai préparé des petits slides avec quelques chiffres. Je ne vais pas forcément les évoquer, mais vous pourrez les regarder. C'est des chiffres qui figurent bien en programme opérationnel, mais c'était intéressant de les mettre très rapidement en exergue parce que ça permet vraiment de comprendre les raisons pour lesquelles on a fait aussi ces choix stratégiques d'intervention au niveau des typologies d'activités. Là, vraiment, très brièvement, si je balaye la slide, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une prépondérance des TPE et des PME et, déjà sur le territoire, parce qu'elles représentent plus de 99% du coup des entreprises sur le territoire régional, mais c'est surtout des cibles des entreprises qui ont plus de difficultés à apporter de la RDI. Ce qui fait que ça va justifier, entre autres, notre volonté d'intervenir du coup sur ce cœur de cible et cette typologie du coup d'activité. Voilà, bien évidemment, du coup là, quand on intervient sur le potentiel d'innovation, ça se fait dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente et on est vraiment fléché sur des domaines stratégiques et les technologies clés. Le but, c'est vraiment de positionner la région sur vraiment ses points de force et de spécialisation et de pas, entre guillemets, saupoudrer des financements fédères, vraiment pouvoir concentrer, maximiser pour développer la compétitivité de la région. Je vous ai du coup diffusé, mais ça sera tout à fait accessible en ligne, hein. Les différents domaines de spécialisation, donc sous l'ancienne programmation, ils étaient connus sous la terminologie des domaines d'activité stratégique, puis des filières. Le nom change. Après, les points forts de la région ne bougent pas comme ça, hein. Donc, globalement, vous allez retrouver les différents domaines qui font la force aussi de notre territoire. Et en bleu, donc chimie verte, matériaux avancés, optique et phonotique et technologie intelligente. Ça, c'est bien les trois technologies clés. À noter que du coup, le schéma là, régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est en cours du coup de réactualisation. Il y a là en ce moment des démarches de concertation partenariale qui sont menées par les directions opérationnelles du coup de la région en charge de ce schéma, voilà, pour pouvoir réactualiser tous ces éléments-là. Donc vraiment, notre intervention s'inscrit dans ces différents schémas, dans ces différentes stratégies. On n'a pas tout sorti du chapeau si vous en doutiez. Voilà, donc je vais passer très brièvement, mais c'est vraiment important de savoir que sur ces projets vraiment de recherche, de développement et d'innovation, on intervient exclusivement dans ces domaines et dans le cadre de ces technologies clés. L'autre du coup axe d'intervention, c'est vraiment la partie transformation numérique, au service des acteurs du territoire. Donc je vous disais à la fois public, puisqu'on sait que de toute façon, ça permet du coup d'avoir accès à des services numériques performants. C'est vraiment un facteur clé aussi pour l'attractivité d'un territoire, et l'installation notamment, d'entreprises sur vraiment le territoire notamment et bien évidemment en deuxième, enfin en première d'ailleurs intention, c'est plutôt vraiment permettre de développer les usages des services numériques pour augmenter la compétitivité des entreprises au service de l'emploi. Mais on y reviendra à travers directement les typologies d'activités, mais ça vous permet d'avoir une vision un petit peu plus globale et macro des raisons pour lesquelles on a fait ces choix en région sud. Et enfin, du coup, dernière slide, je vous avais déjà dévoilé ce chiffre de 99% des entreprises actives qui sont composées du coup de TPE et de PME. L'idée là, vraiment, c'est de pouvoir aller plutôt sur du soutien aux TPE à travers les phases critiques. On sait très bien que c'est sur les premières années de vie, donc création et transmission, mais également sur les questions du coup de développement, vraiment en pouvant pouvoir intervenir directement sur la partie fonds propres. Et enfin, dynamiser la capacité des entreprises à relancer les investissements productifs notamment. Voilà sur ces premières slides de présentation. Je vous diffuse cette slide qui a également été présentée ce matin. Je sais que tout à l'heure, des personnes ont pris ça en photo. Là, je suis assez étonnée, personne ne photographie. Vous avez bien retenu du coup où on se situait du coup au niveau de l'OS 1. Donc
vous les retrouvez recherche, développement numérique et croissance des entreprises. Comme ça vous permet de bien comprendre et de bien suivre les éléments. Je trouvais que c'était assez intéressant aussi de pouvoir vous diffuser cette slide qui permet d'avoir un comparatif sur les montants qui avaient été du coup sur 14-20 et les nouveaux montants 2021-2027. Vous voyez qu'il y a bien une concentration thématique à hauteur de 40%, l'Europe plus intelligente, du coup avec un total d'environ 135 millions d'euros. Alors, nous ne sommes pas le CIRN seul à gérer ça. Bien évidemment, il y a l'unité aussi dédiée aux instruments financiers qui vient en soutien pour nous aider à gérer cette somme importante de financement. Mais vous le verrez, on va avoir une intervention de Monsieur Joubert dans cette session. Voilà, mais ça permet d'avoir vraiment les gros chiffres. Voilà, donc là, la répartition financière, vous l'avez déclinée à travers des typologies d'actions. Donc, on voit bien que sur l'objectif spécifique 1, qui est plutôt vraiment dédié à la RDI, on a à la fois le soutien des projets de RDI dans les entreprises, c'est ça qu'on va présenter aussi tout à l'heure dans le cadre de cet atelier. Le soutien à la construction et la modernisation des infrastructures de RDI, ça a été présenté lors de la session d'avant, donc plutôt partie public, a priori. La deuxième partie, donc accompagner et accélérer la transformation numérique des entreprises. C'est quelque chose qu'on va aborder également lors de cet atelier. Et enfin, améliorer l'efficience de l'action publique par la mobilisation de solutions numériques innovantes. Ça a été également présenté dans l'atelier précédent. Et enfin, pour les PME et la création d'emplois, soutenir la création d'entreprises et faciliter le développement, la croissance et la compétitivité des entreprises. Ça sera également présenté lors de cet atelier. Mais vous avez déjà les répartitions financières. Ça vous permet déjà d'avoir une première appréhension voilà, financière. Donc, on va aborder directement du coup le soutien à des projets de RDI dans les entreprises. Vous voyez, donc il y a une enveloppe financière qui est pour le moment prévisionnelle fixée à un peu moins de 30 millions d'euros. L'idée là, c'est vraiment, et on n'est pas sur de la nouveauté, c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué sous 14-20. On est du coup sur du soutien à des projets de RDI pour des entreprises, évidemment aussi pour des projets qui pourraient être labellisés d'excellence, tout ce qui est SEAL of Excellence, et également sur des projets de RDI menés en collaboration. Je vais y revenir par ailleurs. Et potentiellement du financement aussi aux structures de transfert de technologie et d'accompagnement de valorisation à l'innovation. L'idée, et je vous l'ai précisé déjà tout à l'heure, c'est vraiment que les projets s'inscrivent dans les filières stratégiques régionales et bien évidemment, là, que les opérations déposées soient vraiment matures et conformes à la réglementation applicable en matière d'aide d'État, puisque c'est cette réglementation, là on est dans le secteur vraiment privé, qui va vraiment aussi venir fixer nos conditions d'intervention au regard du coup des dépenses qui vont être éligibles, au regard des taux d'intensité d'aide, etc. Donc je vous l'ai mis en rouge parce qu'en effet, on regarde ça avec une grande attention lors de l'instruction de nos dossiers. Je pense que certains en ont parfois peut-être fait les frais, mais c'est ce qui permet de vraiment vous aider aussi au montage bien en amont avant dépôt des opérations. Voilà pour ces petits points d'attention. La nouveauté, c'est que du coup par rapport, aux nouveautés réglementaires, c'est que les grandes entreprises on va avoir plus de difficultés à pouvoir financer ce type de porteur et par rapport aussi aux éléments qu'on a pu présenter, aux éléments chiffrés que j'ai pu vous démontrer tout à l'heure par rapport à l'ancienne programmation sous 14-20. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en fait inscrit dans les règlements. Donc, c'est vraiment une condition réglementaire qui a été fixée à l'ensemble du coup des États membres et des autorités de gestion. L'idée, c'est que là, on va pouvoir éventuellement intervenir. La seule peut-être possibilité qui va rester, c'est d'être vraiment sur des projets de collaboration avec, en effet, soit des entreprises de taille intermédiaire, soit des entreprises, du coup, des grandes entreprises, toujours en collaboration avec des PME pour vraiment favoriser, en fait, du transfert de connaissances, du travail main dans la main. Voilà, donc il faut en effet être dans ce cadre-là de la collaboration effective pour pouvoir éventuellement pouvoir déposer un projet FEDER, c'est-à-dire que des projets individuels portés par cette typologie, donc entreprise de taille intermédiaire ou grande entreprise, ne seront plus seuls éligibles au titre du FEDER sous la programmation à venir, du coup,
la nouvelle programmation. Je vous ai noté juste en dessous un extrait de la réglementation sur ce qui est défini en termes de collaboration effective. C'est vraiment un partage en fait des risques à la fois financiers, technologiques, scientifiques, mais aussi des résultats en fait. Et normalement, les conditions de réalisation doivent être quand même déterminées en amont. C'est pour distinguer tout simplement, vous l'avez juste en dessous, contrat de recherche et fourniture de services, c'est pas considéré comme des formes de collaboration. C'est pour éviter aussi de la sous-traitance potentiellement ou de la prestation de services déguisés. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir un équilibre aussi financier. Je crois que la réglementation le fixe à hauteur de 70% maximum, qu'il y ait un équilibre et que ce soit pas soit toute la grande entreprise qui porte le projet financièrement et donc les risques, ou inversement la petite entreprise qui va prendre tout sur ses épaules. C'est que c'est toute une question d'équilibre et vraiment de partage où on est là pour travailler main dans la main. C'est ça la collaboration effective. Donc, c'est des projets qu'on pourra potentiellement en effet financer si ça s'inscrit et si ça répond bien évidemment à l'ensemble des critères. Mais voilà, ce qui est à noter, c'est qu'en effet, sur ces cibles que sont les entreprises de taille intermédiaire et de grande entreprise, les conditions d'intervention seront extrêmement réduites. Voilà, je poursuis, mais il y aura un petit temps d'échange juste après cette slide. Donc là, on arrive en effet enfin au calendrier prévisionnel. Ça sera du coup un premier appel à projet avec une enveloppe prévisionnelle de 10 millions sur les 30 millions, ce qui nous permettra d'ouvrir au fil de l'eau sur tout le long de la programmation des appels dédiés du coup au projet de RDI pour les entreprises. Donc une date prévisionnelle de publication en septembre 2023. On laisse un temps de dépôt des candidatures jusqu'à janvier 2024, le temps de pouvoir évidemment accompagner à chaque fois les structures au mieux pour le montage, pour le dépôt du coup de leur dossier. Ça va être redondant, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dès qu'il y a un appel, on va faire une réunion de présentation pour permettre vraiment d'expliquer les principaux critères du coup de ces appels, les principaux points d'attention. Et à chaque fois, on va proposer un accompagnement, a priori sur la base de fiches projet, à transmettre via la boîte FEDER et on pourra les lire, vous aider à cerner les principaux points d'attention. Attention, on ne va pas aider au montage parce qu'on ne peut pas être jugé partie. Ça, c'est clair, mais par contre, on peut lire les premières lignes de votre projet et arriver déjà à identifier par rapport au cas d'intervention qui va être fixé dans les appels à candidature, vous dire attention, là peut-être que d'un point de vue temporalité, il y a des choses à revoir. Attention au niveau du montant, attention à cette typologie de dépenses, pour vraiment pouvoir vous accompagner dans un premier temps sur ces questions-là. Voilà pour la première typologie d'action, donc soutien à des projets de RDI. On avait prévu un tout petit temps d'échange. Alors, je ne sais pas si vous avez dès à présent des questions sur cette typologie d'action ou si je poursuis et vous posez toutes les questions à la fin, c'est peut-être préférable. Je poursuis? Très bien. Je regarde juste en ligne si jamais il y a des personnes sur Teams qui ont quand même leur droit de parole aussi, les pauvres. Je vais juste vous demander un instant. Je ne vois pas de main levée ni rien dans la conversation, donc je vais poursuivre. Vous êtes très, très sage sur Teams. J'espère que vous m'entendez toujours. Toujours délicat. Ah, les thématiques des projets sont ouvertes. Alors je vais vous inviter madame ou monsieur, Christina, à peut-être prendre la parole. Sous les thématiques des projets, en fait, c'est ce que alors, je vais peut-être revenir au b.a-ba. Donc les thématiques des Bonjour. projets, il faut en effet que ça puisse s'inscrire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, dans en tout cas sur les projets de recherche et développement, dans les fameux domaines de spécialisation priorisés ou les technologies clés. C'est-à-dire que si ça ne figure pas, D'accord, mais si c'est vous avez... assez large. En fait, il n'y a pas vraiment disons, une cible très spécifique. Alors, disons qu'en fait, ce que vous voyez en noir, juste en dessous des gros titres, par exemple, si on prend transition énergétique, vous voyez énergie décarbonée. Énergie décarbonée, c'est tout ce qui c'est des segments en fait de spécialisation. Donc en effet, on va quand même venir flécher, mais tous ces éléments-là vont être normalement fixés, précisés directement dans le cadre des appels à candidature. C'est vraiment la spécificité aussi en région sud. D'autres régions procèdent différemment. Nous, on fonctionne quasi exclusivement par appel à candidature. C'est vraiment ce cadre-là qui va permettre de définir toutes nos conditions d'intervention et on l'espère, rendre limpides nos modalités de financement. Merci, c'est très clair. Tant mieux. Écoutez, je suis rassurée. Et l'idée, c'est vraiment aussi au niveau de ces domaines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je peux amener comme précision, au niveau quand on parle d'un projet de recherche et de développement,
on va parler de la qualification. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de recherche et de développement? Ça, c'est défini au niveau, on se base sur les définitions qui sont applicables dans toujours la réglementation applicable en matière d'aide d'État. Donc, en fait, on part, entre guillemets, mais en tant qu'entreprise, vous n'aurez pas de projet de ce type-là, je ne pense pas. Recherche fondamentale, c'est le B.A.-BA. Vient ensuite la recherche industrielle, vient ensuite le développement expérimental. Et enfin, potentiellement des études de marché, etc. On avance de plus en plus, c'est le time to market, on s'avance de plus en plus vers le marché. Donc, je prends souvent l'exemple d'un géranium. Partons sur l'exemple du géranium, c'est le printemps. Vous êtes en recherche fondamentale, vous respirez un géranium et tout d'un coup, vous aviez un mal de tête assourdissant. Tout d'un coup, vous n'avez plus du tout mal à la tête. Vous dites, tiens, il faut que je fasse des recherches pour savoir pourquoi le géranium, tout d'un coup, m'enlève le mal de tête. Ça, vous êtes sur de la recherche fondamentale parce que vous n'avez pas encore vraiment une idée de l'application, on va dire, concrète et de ce que ça va pouvoir donner. Quand vous allez commencer à faire une recherche un peu plus poussée en disant, vraiment, le géranium permet de lever le mal de crâne, ce qui est sûrement faux, n'allez pas ingérer des gels de géranium. Mais en tout cas, on commence à se dire, tiens, je pourrais peut-être le transformer en médicament, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr, etc. Vous commencez peut-être à le tester en laboratoire et vous essayez de transformer le pistil, on va dire, du géranium dans un médicament et faire en sorte que ça soit soluble, etc. Vous n'êtes pas encore en train de le tester sur des souris ou des rongeurs, ok? Là, on est sur une phase plutôt de recherche industrielle. Puis vient la phase de recherche, du coup, de développement expérimental, où là, vraiment, vous avez réussi à le formaliser sous forme de comprimé et vous le faites tester soit dans des conditions, du coup, on va dire réelles, soit à travers, du coup, sur des rongeurs potentiellement, ou sur des humains. Voilà, là, vous êtes sur du développement expérimental. Donc, plus on se rapproche du marché, moins nos taux d'intervention vont être élevés parce qu'on se dit, là, il y a quand même moyen de pouvoir financer. On ne va pas faire de l'avance de trésorerie puisque l'entreprise va pouvoir sortir un médicament qui va révolutionner le mal de crâne très prochainement. Voilà, je simplifie un tout petit peu, mais en gros, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous êtes vraiment sur un projet de recherche et de développement et à quelle phase vous allez pouvoir potentiellement être. Oui, là, ça risque d'être très, très problématique. Merci, Audrey. Voilà, pour la petite démonstration, mais sur ça, on n'hésite pas à vous donner des informations et des indications. C'est ce qu'on appelle aussi l'échelle des TRL qui permet de déterminer à quel niveau d'innovation vous êtes. Et après, il y a aussi des projets d'innovation. Est-ce que vous êtes sur du projet d'innovation de procédé, d'innovation d'usage? Voilà, donc l'idée, quand on parle de RDI, ça peut être assez large à partir du moment où on est sur quand même quelque chose d'innovant par rapport et qui a potentiellement des verrous technologiques par rapport à l'état de l'art. Voilà pour cette partie-là. Donc, je vais continuer à avancer un tout petit peu. Donc, je crois qu'on en était, j'essaye de retrouver mes petits. Voilà, hop. Donc, on était sur le calendrier. Les questions, il y en avait à peine. Et enfin, donc, j'attaque la deuxième typologie d'action, donc avec une enveloppe prévisionnelle de 8,5 millions. Là, on est sur l'accompagnement des entreprises, appui et conseil, plutôt pour la partie solutions numériques et processus de digitalisation. Là, on est sur une enveloppe qui est un peu plus limitée par rapport aux moyens d'intervention qu'on avait avant et qu'on aura par la suite. Là, on est plutôt sur, on va dire, des dispositifs. On risque de passer par des systèmes d'intermédiaires pour vraiment pouvoir venir digitaliser. Et la cible, c'est toujours les PME et les TPE pour pouvoir les aider du coup à mettre en place, alors peut-être pas des sites internet, mais vraiment peut-être des logiciels de gestion type ERD, etc., pour pouvoir vraiment les aider à dépasser le premier socle de numérisation parce qu'on s'aperçoit, et c'est un des chiffres que j'avais cité sur une des slides, je vais y revenir, tac, si je ne me trompe pas de slide, je vous prie de m'excuser, hop. Non, décidément, je pense que je ne vais pas y arriver, mais je dois l'avoir ici. Pour vous redonner ce chiffre, c'était un des chiffres où c'est assez parlant. C'est ça, en 2020, sur 1335 dirigeants de PME, il n'y avait que 37% qui utilisaient des solutions numériques de gestion de relations clients, type CRM, de cloud applicatif ou encore des interfaces de programmation. Donc, il y a vraiment un gap à passer. Et donc, l'idée de ce dispositif-là, c'est de pouvoir venir les aider. Après, on est vraiment sur des dispositifs
d'accompagnement parce que les montants sont tellement faibles qu'on ne peut pas déléguer du FEDER directement auprès de ces cibles en fait. Sinon, ça serait des montants même pour ces petits dirigeants de PME et de TPE, c'est beaucoup trop lourd d'un point de vue administratif et financier. Donc, on risque de passer par des systèmes d'intermédiaires transparents pour cette typologie d'action. Voilà, et enfin, donc j'essaye de retrouver la partie numérique. Donc, est-ce que là, l'idée, ça serait qu'on serait sûrement sur un appel à candidature en février 2023 avec un dépôt en juin 2023 et toujours une réunion de présentation et un accompagnement possible et l'enveloppe là qui est quasi dédiée de 8,5 millions sur a priori un one shot par rapport aux autres typologies d'actions. Enfin, du coup, la dernière typologie d'action, où là, vous voyez qu'on a une enveloppe financière de quasi 50 millions d'euros sur le soutien du coup à la création d'entreprises, le développement et la compétitivité des entreprises. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment venir aider cette typologie d'acteurs, à la fois sur des instruments financiers et des subventions. Les instruments financiers sous 14-20 ont été plus que largement déployés en région sud. Ça a été aussi des choix qui ont été faits, tout simplement des choix de modalités aussi de gestion par rapport à la simplicité de gestion, parce qu'en effet, ça ne demande pas forcément aux porteurs en bout de course la même mobilisation d'un point de vue administratif et financier. Donc voilà, du coup, on va être sur du financement en investissement corporel et incorporel. Je vous ai mis des petits exemples entre parenthèses, voilà, pour pouvoir toujours favoriser la croissance, l'internationalisation et la compétitivité et aussi au soutien à la reprise et transmission, sachant qu'à chaque fois, du coup, la mobilisation des instruments financiers se base normalement sur des analyses exemptées, pour pouvoir avoir une idée vraiment très précise de ce sur quoi on intervient. Après, c'est pas mon domaine de compétence, vous avez bien vu, il y a une unité spécifique dédiée à ça. Sur la partie subvention, pour le moment, on met ça de côté. Tout simplement parce qu'on sait qu'on a vraiment des grosses modalités d'intervention au niveau des instruments financiers et la raison aussi, c'est qu'on vient d'ouvrir un appel dans le cadre de Réactueux à destination des PME dans le cadre de vraiment pour pouvoir aller sur ces questions-là, des investissements, productifs. Et qui a eu un énorme succès puisqu'on a pu aussi passer par un régime, tout à fait, dérogatoire dans le cadre de la crise sanitaire qui avait des conditions, très favorables aussi de financement. Donc on a pu, intervenir sur 21 PME du territoire avec des tickets d'entrée de minimum, 1,5 million. Donc c'est des sommes quand même relativement importantes pour, du coup 21 structures pour un total de 18 millions programmés en décembre. Donc, comme on a quand même bien là nourri, des projets qui étaient quand même assez emblématiques pour le territoire, ça va plutôt être sur la partie instruments financiers, sur tout le début de la programmation. Et du coup, je vais laisser la parole, à Pierre Joubert que je remercie déjà pour son intervention. Ah, je vois qu'il y a pardon, quel type d'entités seront éligibles? Excusez-moi, Pierre. Sur, quel type d'entités seront éligibles à l'AAP? Donc 1.2, donc vous évoquez du coup, sur le dispositif, vous voulez dire je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ici, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, merci. D'accord. Alors là, j'évoque bien dans cet atelier que la partie vraiment accompagner, accélérer la transformation numérique des entreprises. Donc a priori, en termes d'intermédiaires, on n'a pas encore, ça sera vraiment déterminé au niveau du coût de l'appel à candidature, mais a priori, on va plutôt être sur du porteur, je présume public, puisque du coup, c'est aussi dans la compétence peut-être des métropoles, de la région. Enfin, il y a peut-être des chambres du coup du commerce et de l'industrie. Là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est vraiment qu'est-ce qui est mis en œuvre. Ça va plutôt être aussi la qualité du dispositif mis en œuvre en fait et de la finalité des actions. Est-ce que vraiment quel va être le cœur de cible? Comment ça va se mettre en place? Et je pense que c'est surtout ça qui va primer. Voilà, et après, c'est tout le système de l'intermédiaire transparent au niveau des aides d'État, vérifier la bonne application de la réglementation en la matière, puisque du coup, on est sur un prestataire, c'est un intermédiaire vraiment où le bénéficiaire final, c'est bien les TPE et les PME du territoire. Donc voilà, parce ça nécessite un gros système de monitoring derrière, puisque du coup, c'est l'intermédiaire aussi qui, du coup, délivre les aides. Alors ça sera enfin voilà, donc il faut voir après quel est le mécanisme mis en œuvre, mais a priori, on devrait être sur des dispositifs déjà existants vu le mécanisme. Donc il y a des choses qui existent déjà sur le territoire, ça devrait pouvoir permettre d'abonder peut-être
ces dispositifs, voilà, pour pouvoir vraiment accélérer, notamment là, quand on est en sortie de crise Covid, ça nous semble plus qu'important de pouvoir intervenir sur ces typologies d'actions et venir, aider la cible des TPE et des PME, qui maillent le territoire régional. J'espère avoir répondu à votre question. Peut-être pas. OK, ça va. Super. Écoutez, je vous propose de poursuivre. On est à 44 et ça nous permettra du coup de poursuivre après en fonction des différentes questions. Je vais demander à monsieur Joubert de parler aussi dans le micro puisque ça permet en fait de faire passer le son sur le Teams. C'est pas voilà. Merci. Bonjour à tous. En plus, Laure a bien introduit les choses parce qu'elle a déjà pas mal parlé des instruments financiers. Donc, merci de me recevoir. Enchanté. Donc, Pierre Joubert. Je suis le directeur général de Région Sud Investissement, qui est la société financière de la région Sud. C'est une histoire qui commence à dater maintenant. C'était 2011-2012. Les premiers instruments financiers au niveau de la région et du FEDER. Et c'était un risque qui était pris, qui était considérable. C'était une autre façon de financer les entreprises. J'aurais tendance à dire que ce n'était pas vraiment un ovni, c'était plutôt un OFNI, un objet financier non identifié, parce que personne ne savait trop globalement comment on allait avancer. Donc, le petit ticket de départ a permis effectivement d'évoluer. L'objectif était, comme l'a dit Laure, dans la troisième priorité, c'était priorité au niveau recherche, c'était de financer la compétitivité des entreprises. La croissance, bien évidemment, mais des PME d'une façon générale. Et comme l'a rappelé Laure, on est passé par une étude ex-ante. On avait démontré qu'au niveau du territoire, en fait, il y avait des trous dans la raquette en ce qui concernait le financement haut de bilan, la prise de capitalisation, la prise de participation des entreprises. On considérait que les entreprises n'étaient pas suffisamment capitalisées. Et où est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette par rapport au marché privé? C'était sur les startups, c'était sur les TPE et c'était sur les PME, les petites PME, parce que quand vous êtes une grosse PME, vous trouvez facilement du financement, les privés sont en compétitivité. Nous, on agit sur fonds publics. Notre objectif n'est pas d'être en compétitivité avec le privé, mais au contraire d'avoir un effet de levier sur le privé. Donc la stratégie globale de RSI, c'est toujours d'amener 1 euro pour avoir un effet de levier sur l'argent privé qui est maximum. Et vous allez voir dans le petit film que je vais vous présenter maintenant qu'on a un très gros effet de levier, bien au-delà de ce qu'on avait estimé au départ. Et en fait, l'objectif, il est de dire au privé, écoutez, l'entreprise a besoin de temps. On est capable, nous, de mettre la moitié, par exemple. Et est-ce que vous êtes capable à ce moment-là, si on met la moitié, de diluer le risque et donc de mettre l'autre moitié? En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on mettait même plus la moitié maintenant. C'est qu'au fur et à mesure, les projets intéressaient de plus en plus et que finalement, on avait de plus en plus d'effets de levier. Donc, on complétait donc les trous dans la raquette. On l'avait fait sur l'étude ex-santé. Néanmoins, ce n'était pas gagné parce que quand vous partez sur un instrument financier, vous mariez deux problématiques, des problématiques ou des contraintes possibles, potentielles en attendant. C'est que vous avez la réglementation financière qui est une réglementation très lourde et vous avez la réglementation FEDER qui est une réglementation européenne. Et quand vous croisez les deux, comment dire, disons que vous ne dormez pas super bien toutes les nuits, ça c'est un fait, d'une façon générale, mais on y arrive. Et je tiens à remercier les équipes d'Elisabeth qui est dans la salle et les équipes de la région, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille dessus. On a fait un recueil de procédures qui est vraiment assez fin, qui va bien dans le détail. Ça a été compliqué parce qu'encore une fois, le mariage de ces deux réglementations, ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, je crois qu'on a des outils qui sont bien, qui sont reconnus à la fois par l'Europe et par l'environnement financier. Et vous allez voir que les résultats sont très, très intéressants. Le premier fonds qu'on avait, qui était en 2011, c'était la région en fait qui avait été bénéficiaire du FEDER. Le deuxième fonds à partir de 2017, c'est RSI en direct qui a eu l'honneur effectivement d'être bénéficiaire du FEDER. Donc on s'est structuré aussi par rapport à ça. Je vais vous montrer un petit film qui résume un petit peu ce qui dit, parce que j'ai dit à Elisabeth que j'allais parler, elle sait que je suis très bavard, et donc elle m'a dit un petit film, ça serait bien. Donc voilà. Il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses, parce que si c'est moi, on ne le partagera jamais, hein.
Voilà. Donc ça, c'était la présentation qu'on a de Région Sud Investissement. Nos outils ont été présentés de manière relativement rapide. Et maintenant, dans la présentation que je vais vous faire, qui est une présentation relativement rapide aussi, je vais revenir un petit peu sur les différents points. Alors, le plus important, c'est que Région Sud Investissement, donc c'est une société financière, c'est une SAS, mais c'est une SAS un peu particulière parce qu'elle travaille avec des fonds publics. Donc, ça nous engage par rapport à ça. Et ça nous oblige, il paraît que c'est un terme à la mode en ce moment, ça nous oblige aussi. Et en fait, Région Sud Investissement a un mode de financement qui est différent des fonds d'investissement privés. On ne cherche pas des rentabilités qui sont des rentabilités exagérées. Notre rentabilité, elle est non seulement une rentabilité financière, puisqu'on est des investisseurs à la base, mais l'objectif, c'est d'avoir une rentabilité aussi territoriale. Le travail avec l'écosystème, le travail, la création d'emplois, tous ces éléments, c'est des éléments qu'on regarde et qui sont systématiquement pris en compte et en charge dans nos dossiers. On finance des TPE, on finance des startups, on finance des PME, comme je l'ai dit tout à l'heure, des PME, souvent des petites PME, qui ont des projets de croissance parce que notre objectif, c'est la création de valeur. On est investisseur avisé. Ça veut dire qu'on co-investit systématiquement pari passu avec des co-investisseurs privés. Et ça veut dire que, globalement, le prix et puis la négociation, elle est fixée par l'acteur privé. C'est-à-dire que ce n'est pas le public, effectivement, qui va négocier ça, parce que quand un chef d'entreprise voit un acteur public, généralement, les prix ont tendance à gonfler. Je ne sais pas pourquoi, c'est un réflexe, mais d'une façon générale, ça nous protège. C'est très bienveillant pour nous. Ça permet en même temps de dire on est au prix du marché. On ne fait pas du dumping. Donc, on est vraiment à notre place par rapport aux acteurs privés et pas en concurrence par rapport à eux. Aussi, ça nous permet aussi d'avoir des vrais projets qui arrivent, qui ne sont pas des projets qui sont issus de différentes orientations. C'est des projets véritablement sur lesquels on va chercher la croissance, la compétitivité, etc. Et c'est surtout des entreprises qu'on suit dans le temps et qu'on accompagne. Vous verrez à la fin, j'en parlerai très rapidement, on a fait une étude préalable, une étude d'impact globalement sur nos actions. C'était assez dithyrambique, très clairement, c'était même au-delà des espérances, l'étude d'impact qui a été faite, à la fois sur la partie financement, mais sur la partie accompagnement. Mais pour accompagner l'entreprise, ça veut dire qu'il faut la suivre dans le temps, il faut la suivre aussi au niveau des tours, parce qu'à la différence de l'avance remboursable ou de la subvention, à un moment, il faut suivre l'entreprise dans le temps, parce que globalement, les lois financières font qu'à un moment, si vous ne suivez pas, une fois que vous avez investi, si vous n'investissez pas dans le tour d'après, et celui qui investit après, globalement, il fait un pacte d'actionnaires qui vous est complètement défavorable et donc l'argent public risque d'être perdu. Si on veut effectivement avoir cette bonne vision de la bonne gestion de l'argent public, il faut qu'on fasse attention à ça. Donc on l'a dit dans le film, globalement, SAS, un seul actionnaire qui est la région à l'heure actuelle, 2 financeurs, la région et le FEDER, voilà, qui financent à peu près 50%, avec 2 segments d'activité principaux. Une activité sur l'investissement et la prise de participation qui était vraiment historiquement notre cœur de métier. Et puis en 2019, on a rajouté les prêts participatifs, des prêts participatifs au niveau des entreprises, des quasi-fonds propres, comme on appelle ça. Et vous verrez que le fait d'avoir effectivement eu ce segment-là dans la crise, ça nous a permis d'aller très vite sur la définition d'un nouveau produit. Voilà à l'heure actuelle, globalement, les différents produits de RSI. Je vais m'avancer un petit peu. Donc celui-là, il n'y a pas le FEDER, c'est sur le tourisme. C'était un outil qui a été développé pour les sociétés du tourisme parce qu'il fallait répondre, c'était 11% du PIB de la région, donc il fallait absolument faire quelque chose pour pouvoir les aider. On avait ce fonds-là qui est le fonds historique RSI 1, dans lequel il y avait le FEDER à hauteur de 9,7 millions et la région à hauteur de 15,7 millions. Donc le FEDER était venu un tout petit peu après, mais nous avait énormément aidé en termes de participation. Ça a commencé en décembre 2010, véritablement en janvier 2011, et ça s'est arrêté en 2017, on a arrêté d'investir. Mais quand vous arrêtez d'investir, le travail n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'accompagner l'entreprise, regarder la création d'emplois, travailler avec l'écosystème, travailler avec les territoires. On va voir que c'est très, très important. Et donc, l'objectif, il était véritablement de continuer à accompagner ces sociétés. Et puis, on a lancé le fonds RSI 2 en mars 2017, qui était beaucoup plus important. Sur ce fonds RSI 2, ici, on avait essentiellement un fonds tourné sur l'amorçage. Ici, on a commencé à faire du capital risque parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne dans le capital risque dans la région. Et on a fait du capital développement, du petit capital développement, parce que le gros capital développement, encore une fois, ça plaît beaucoup aux consultants, aux sociétés de conseil. Donc, elles n'ont pas de mal généralement à trouver de l'investissement. Donc, on s'est véritablement positionné sur les trous dans la raquette. RSI prêt 2019, on a décidé effectivement de faire des quasi-fonds propres. Ici, plutôt une orientation, je veux dire, peu start-up, pas tellement en amorçage,
parce qu'ici, c'est des prêts remboursables. Quand vous avez un différé de remboursement que vous demandez à l'entreprise de vous rembourser, avant c'était 1 an, maintenant c'est 2 ans, il faut juste qu'elle ait la capacité de vous rembourser. Donc, si elle n'a pas la capacité de vous rembourser, c'est ce que vous regardez quand vous étudiez les dossiers. On avait un comité ce matin. Il faut regarder véritablement sa capacité à commencer à vous rembourser, parce que sinon, vous allez lui dire, attendez, vous nous remboursez, et puis elle ne pourra pas vous rembourser. Donc, il ne faut pas la prendre trop tôt. Donc, c'est pour ça que le prêt d'amorçage, le prêt en amorçage, il faut bien le donner au bon moment. On a parlé de TRL tout à l'heure. Il y a une maturité de l'entreprise auquel on peut faire un prêt, mais pas avant, parce que si on le fait avant, elle ne sera pas en capacité de rembourser. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près 300 entreprises, donc ça fait énormément d'entreprises sur le territoire. Et puis là, on vient de lancer un nouvel appel d'offres qui est en cours toujours, ce qui s'appelle React-EU, qui est aussi une prise de participation. Donc, ça venait terminer finalement à la fin des RSI 2. On avait React-EU qui arrivait, je vais en parler tout à l'heure, mais on était dans des sociétés qui avaient été en difficulté conjoncturelle pendant la crise. Alors, c'est très stratégique tout ça d'avoir fait ces outils-là. Ce pas des outils qui ont été faits par hasard. On en avait discuté avec Elisabeth et avec la région. En fait, véritablement, quand vous avez une crise conjoncturelle comme on a eu, la crise sanitaire telle qu'on l'a eue, le fait de répondre par des quasi-fonds propres, ce n'est pas comme quand vous répondez par des prêts, parce que les prêts, les entreprises, elles en avaient plein avec les PGE, c'était considérable. Les quasi-fonds propres, c'est juste plus risqué que le prêt. Donc, ça vous permet en fait de passer après les banques et donc de soulager les entreprises en termes de différé. C'est-à-dire que vous étalez globalement leur remboursement et comme elles sont en train de redémarrer, ça leur permet d'avoir l'exploitation et de commencer à pouvoir rembourser d'abord les banques et puis nous juste après. Et puis, on a décidé de faire un nouvel outil parce qu'il y avait tellement de PGE, tellement de prêts dans les entreprises qu'il fallait restructurer financièrement les entreprises. Donc, on s'est lancé effectivement sur ces petites structures qui avaient besoin d'ouvrir le capital. On n'a jamais fait que du capital. Parce que financer que du capital dans les entreprises, on a beaucoup de sociétés familiales. Elles n'ouvrent pas leur capital facilement, les sociétés familiales, malgré ce qu'on peut penser. Donc, généralement, ils ont une vision très patrimoniale des choses. Donc, finalement, la cible telle qu'on l'avait imaginée, elle a bien fonctionné, elle fonctionne bien. On a un deal flow déjà, ça n'a pas démarré, on a déjà un deal flow qui est relativement important. Voilà sur le prêt participatif, c'est des détails un peu techniques, mais c'est juste pour vous présenter un peu ce qu'on fait par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir en avance remboursable et en subvention. Donc nous, ce qu'on va regarder là, c'est vraiment la capacité de remboursement de l'entreprise. On va regarder effectivement comment elle va se développer. Ce n'est pas forcément des sociétés innovantes, ça peut être des sociétés traditionnelles. Les prêts vont de 15 000 à 200 000 euros. Ils ont des différés souvent relativement longs et des taux d'intérêt qui sont relativement intéressants. Je dis relativement intéressant par rapport au risque de l'entreprise. Quand vous avez un taux de 4%, ça ne vous paraît pas très intéressant. Vous dites, oh là là, 4%, mais c'est énorme. En fait, 4%, quand vous avez une entreprise qui vient d'être créée, elle a du mal au niveau des banques à avoir des prêts qui soient plus intéressants. Donc, vous payez le risque. Ça se finance à un moment. On est toujours en co-investissement privé. On a un gros effet de levier aujourd'hui avec les par rapport aux banques, par rapport à ce stade-là. Souvent, on a beaucoup de petites entreprises et beaucoup de startups. Et donc, on a souvent des effets de levier, beaucoup avec les business angels ou autres. Donc, ça, c'est un peu l'objectif. Vous me dites si je suis trop long. Parce que... React-EU qui est en cours de lancement. Donc, on est sur des sociétés qui ont été impactées par la crise sanitaire. Je dis bien de manière conjoncturelle et pas structurelle. On n'est pas là pour sauver des entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan, parce que là, on arroserait dans le sable et ça ne servira à rien. Donc, on regarde véritablement l'impact technico-économique de ce qu'on fait. Et donc, on finance les entreprises. Après, on peut les financer en capital de 200 000 à 2 millions d'euros, toujours pari passu et toujours avec des co-investisseurs privés. Précision importante, on est un fonds evergreen, et ça, c'est très, très différent des fonds privés. Pourquoi c'est différent des fonds privés? Les fonds privés, quand ils rentrent dans une entreprise, ils ont un délai de sortie. Parce que globalement, ce qu'ils promettent, c'est un rendement. Et donc, ce rendement, souvent, il est calculé sur le nombre d'années dans lequel vous restez dans l'entreprise, qu'on appelle le TRI. Donc, quand vous avez une entreprise, effectivement, dans laquelle vous rentrez, l'investisseur privé, il va avoir tendance tout de suite à regarder s'il peut sortir dans ces délais-là. Il veut récupérer son argent avec une plus-value, bien évidemment. Nous, ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, il est d'être là tant que l'entreprise a besoin de nous. On a aidé des entreprises aujourd'hui, je ne vais pas vous citer de nom, mais on a aidé des entreprises aujourd'hui sur le territoire. On les a prises quasiment à la création. Il y en a une qui a fait une très grosse levée l'an dernier au mois de septembre de 200 millions d'euros. Donc, pour vous dire la taille de l'entreprise que c'est devenu, aujourd'hui, elle n'a plus besoin de nous. On n'investit plus dans cette entreprise parce qu'on estime que ce n'est plus le rôle du public que d'investir dans une entreprise comme ça. Elle trouve de l'argent privé facilement. Donc, à partir de là, effectivement, on n'y va pas. Donc là, vous avez une autre sorte de répartition sectorielle. Ce qui est important là, c'est que vous voyez qu'on est énormément orienté sur les OIR.
les écosystèmes, c'est très important. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est créateur de valeur. Quand vous avez une entreprise qui vient sur le territoire et qui travaille avec son écosystème, les pôles de compétitivité, les laboratoires de recherche, ses clients, ses fournisseurs, etc. et tout, ça va très vite. Nous, la notion de temps, elle est toujours fondamentale dans notre métier. Donc, on a effectivement une répartition. Et regarde, aujourd'hui, 92% de nos sociétés travaillent effectivement en collaboration avec l'écosystème. On a beaucoup de travail, et ça a été revu dans l'étude d'impact, sur l'accompagnement des entreprises qu'on fait quand même de manière relativement forte. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chef d'entreprise d'une toute petite structure comme on aide, il y a une solitude du chef d'entreprise. Il a toujours besoin d'avoir des gens bienveillants à proximité, à son board, à sa gouvernance, de manière effectivement à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est un des rôles qu'on a aussi. On a un effet de levier de x8. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met 1 euro dans une entreprise, il y a 8 euros d'argent privé qui arrive de l'extérieur. Et ça a été calculé. Donc, c'est un effet de levier qui est considérable. Je crois que c'est le plus haut de France à l'heure actuelle. Je crois que le record, c'était 6,1. Donc, on est vraiment largement au-delà. On a une grosse attractivité des fonds hors territoire. Initialement, quand on a commencé à exister, on a tiré surtout les fonds du territoire. Donc, c'était les business angels, c'était quelques sociétés de financement du territoire. Puis, ça a été au niveau du territoire national et aujourd'hui de plus en plus international. Ça veut dire que globalement, l'argent qui est mis à notre disposition pour pouvoir investir dans l'entreprise attire et que les entreprises sont de plus en plus attirantes. On a fait l'an dernier, par exemple, des levées avec des Américains, 20 millions d'euros. On a mis 1 million d'euros. Il y a 2 Américains qui ont mis 9 millions d'euros. On en a de plus en plus. On est passé de 46% de fonds hors région à 71%. Donc, c'est considérable aujourd'hui l'effet de levier qu'on a par rapport à ça. Et puis, le dernier point, les entreprises. Pareil, les entreprises, l'attractivité des fonds, mais l'attractivité des entreprises. L'an dernier, on avait 21% de nos sociétés qui étaient des sociétés hors région qui venaient sur le territoire de la région sud, justement parce qu'elles avaient la possibilité de lever des fonds. Donc ça fait partie effectivement des éléments clés, des éléments très vertueux, l'écosystème qui travaille effectivement, les territoires qui travaillent avec nous, etc. Et donc ça permet d'avoir quelque chose de relativement cohérent. Et surtout, le fait d'être investisseur, ça vous permet d'être au board des entreprises, dans la gouvernance des entreprises. Et je vois qu'Elisabeth regarde sa montre, donc je me dépêche d'être dans la gouvernance des entreprises de manière à pouvoir s'assurer que vous avez la bonne information en permanence et avant les autres. Parce que l'information, c'est primordial. On est dans un monde de l'information, mais quand vous êtes au board, vous avez une information privilégiée qui vous permet en fait de prendre les bonnes décisions, notamment pour rester sur le territoire. Donc là, vous avez l'équipe. Voilà, il y en a quelques-uns dans la salle. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que je n'ai pas été trop long, Elisabeth. Merci beaucoup. C'était non, limpide et passionnant même. Voilà, et du coup, pour bien sûr, vous allez avoir un temps aussi si jamais encore vous avez des questions, mais on finit généralement là, la présentation en vous indiquant qu'il y a quand même beaucoup d'informations aussi qui figurent sur le site, qui va être repris, avec notamment le guide du candidat qui vient d'être revu et pimpé, si vous me permettez l'expression, de cette fin de journée. Le guide du bénéficiaire, du coup, sous 14-20, où là, on va encore y retravailler, mais comme on est encore sur cette procédure-là de clôture aussi, c'est important de rappeler aussi pour l'ensemble des porteurs et des bénéficiaires de fonds, voilà, d'avoir un guide à disposition aussi pour les dernières remontées de dépenses, les soldes, etc. Enfin, toujours le recueil des projets programmés et bientôt sera diffusé, si ce n'est pas déjà le cas, le calendrier aussi des différents appels. Donc, on a des créations de boîtes. Donc, la nouvelle boîte, c'est feder@os1@maregionsud.fr. Bien évidemment que l'adresse standard feder maregionsud reste d'actualité. C'est juste que si vous avez déjà des questions qui sont très orientées OS1 hors instruments financiers, n'hésitez pas du coup à aller. En fait, ça permettra de préfléchir les demandes et d'y répondre peut-être plus rapidement. Donc voilà, il faut commencer à prendre cette habitude. Vous pouvez mettre cette adresse parmi vos favoris. Tant que vous ne faites pas un mail par jour avec une question, essayez de les regrouper, peut-être un mail par semaine ou voire plus, mais voilà, on se tient à votre disposition si jamais il y a des différentes questions. On va peut-être faire un tour de table et aussi via Teams, s'il y a des survivants numériques. Si jamais il y a des questions aussi, n'hésitez pas soit à lever la main ou soit à les noter via le chat. On essaiera d'y répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main et on fera passer le micro. C'était limpide, visiblement. Soit c'est la chaleur qui vous a anéanti, soit c'était… Bon.
Écoutez, non, j'espère pas. En tout cas, on se tient à votre disposition si jamais il y a des questions. Voilà, dans tous les cas, lors de la publication des appels, on aura aussi ces réunions de présentation, pour pouvoir, essayer de vous accompagner au mieux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Ça ne mérite pas. Merci bien.